Graf Zeppelin, le porte-avions allemand oublié. Imaginez un navire colossal, conçu pour transporter 60 avions, armé de plus de 60 pièces d'artillerie et capable d'abriter plus de 1700 hommes d'équipage. Ce monstre d'acier, baptisé Graf Zeppelin, devait être le premier porte-avions de l'Allemagne et incarner l'arme décisive susceptible de renverser l'équilibre des mers en Europe. Pourtant, malgré sa taille impressionnante et l'immense espoir placé en lui, ce bâtiment ne participa à aucune bataille et resta incomplet. Dès lors, une question obsède historiens et passionnés. Comment un projet aussi ambitieux a-t-il pu s'effondrer avant même de devenir opérationnel? En France, cette histoire captive par son caractère paradoxal. Un pays technologiquement avancé, doté d'ingénieurs de talent et d'une industrie navale redoutable, n'était pas en mesure de mettre à l'eau un seul porte-avions de combat, tandis que la Grande-Bretagne, le Japon ou encore les États-Unis les utilisaient déjà avec une efficacité redoutable. Le Graf Zeppelin devait être une réponse, une vitrine de puissance, et il finit par demeurer un symbole inaccompli, victime des priorités changeantes et des hésitations stratégiques. Sa conception, pourtant, était audacieuse et marquait une volonté claire de rivaliser avec les autres puissances navales. Dans cette série, nous allons suivre l'aventure de ce navire depuis les conséquences écrasantes du traité de Versailles qui marquèrent durablement les ambitions allemandes jusqu'à son naufrage final en 1947 au large des côtes polonaises. Nous verrons comment il passa du statut de projet phare à celui de carcasse abandonnée, et pourquoi son fantôme hante encore aujourd'hui les passionnés d'histoire maritime. Car le Graf Zeppelin n'était pas seulement un navire, il était le rêve d'une flotte capable de contester la suprématie britannique sur les mers, un rêve qui s'évapora face aux réalités de la guerre. Après l'euphorie technique prometteuse, le contexte qui rend intelligible la naissance du Graf Zeppelin se trouve dans la décennie d'entrave qui suit la signature du traité de Versailles. Lorsque l'appareil militaire allemand est réduit à un cadre strict, la construction navale moderne, encadrée par des plafonds de tonnage, et la perspective d'une aviation embarquée laissée hors de portée, non par manque d'ingénieurs, mais par un corset juridique et politique persistant qui fige la doctrine et l'outil industriel. Dans cet environnement, les arsenaux apprennent à vivre avec des limites sévères, privilégient la remise en état de coques anciennes et perfectionnent des compromis techniques, tandis que l'idée d'un porte-avions demeure un horizon théorique que les amirautés regardent avec méfiance, faute de retour d'expérience et d'un écosystème aérien conçu pour le pont d'envol. Peu à peu, la frustration s'accumule dans les états-majors où l'on observe la progression méthodique des marines britanniques, japonaises et américaines, et où l'on comprend que la maîtrise du ciel au-dessus de la mer n'est plus une option mais une variable décisive de la puissance sans que les conditions politiques internes permettent encore de traduire cette conviction en chantier opérationnel. Lorsque l'industrie navale retrouve des marges de manœuvre et que le pouvoir politique relance l'ambition maritime, la doctrine se heurte à un retard structurel qui ne se rattrape pas d'un simple trait de plume, car il ne s'agit pas seulement d'assembler une coque et une piste, mais d'ériger une chaîne complète faite de catapultes fiables, de brins d'arrêt robustes, d'ascenseurs adaptés, d'unités aériennes redessinées pour l'assaut en mer, de procédures de ponts sûrs et répétables, ainsi que d'un entraînement patient des pilotes et des équipes techniques. Les débats internes, souvent abrupts, opposent les partisans d'une flotte de surface équilibrée à ceux qui placent la priorité sur les moyens sous-marins, alors que les ressources, même considérables, ne suffisent pas à financer immédiatement tous les segments d'une marine souhaitée à la fois moderne, nombreuse et techniquement audacieuse. C'est dans ces arbitrages que mûrit l'idée d'un premier porte-avions lourd, pensé comme un multiplicateur de force et comme un signal politique destiné à montrer que l'Allemagne peut renouer avec une présence hauturière crédible, tout en sachant que l'apprentissage serait coûteux, le calendrier serré et la coopération interarmée indispensables pour transformer un manifeste d'ingénieurs en outil de guerre cohérent. Sur le plan strictement naval, les objectifs affichés cherchent à conjuguer symbolique et efficacité en confiant au futur bâtiment une capacité aérienne polyvalente et une artillerie défensive inhabituelle pour un porte-avions, reflet d'une culture d'emploi encore marquée par l'obsession du duel de surface et l'idée qu'un navire amiral doit survivre isolément dans des mers hostiles. L'ambition ne tient pas seulement aux chiffres, mais à la volonté de bâtir une doctrine européenne de l'aéronaval qui ne soit pas la simple copie des modèles anglo-saxons ou nippons, et qui assume une architecture hybride,
adaptés aux théâtres septentrionaux et baltiques, à la météorologie dure et aux lignes logistiques resserrées, avec des profils de mission centrés sur l'interdiction du trafic, la couverture des raiders et la perturbation des convois. Cette philosophie, si elle séduit par sa logique d'autonomie et de résilience, impose des choix techniques lourds et des délais d'intégration plus longs, car tout système nouveau appelle des itérations successives, des essais en mer répétés et des compromis entre la disponibilité opérationnelle et la tentation de l'amélioration permanente, dont chaque ajout repousse l'instant où la coque devient véritablement un porte-avions utile au combat. Lorsque la décision politique d'ouvrir la voie à un porte-avions est arrêtée, le processus se matérialise par un contrat formel attribué à la fin de l'année 1935 au chantier Deutsche Werke de Kiel pour le bâtiment désigné porte-avions A, qui recevra plus tard le nom de Graf Zeppelin, avec un démarrage effectif des travaux au tout début de l'hiver suivant, une fois la cale libérée par la mise à l'eau du Gneisenau, et une cadence montée progressivement afin d'atteindre un jalon symbolique avec la cérémonie de lancement au début de décembre 1938, sous le parrainage d'Hélène von Zeppelin, décision qui affirme publiquement la volonté d'intégrer le vecteur aérien dans la flotte de surface. Cette chronologie, qui mène d'une commande passée à la fin de 1935 à une coque à flot 3 ans plus tard, traduit une mobilisation industrielle réelle, même si elle reste dépendante des priorités du programme de cuirassés et d'un calendrier naval globalement saturé, ce qui repousse certains aménagements essentiels du pont d'envol et de la chaîne aviation au-delà du lancement protocolaire. Sur le plan des choix techniques, l'architecture retient une plateforme longue et rapide, une propulsion à chaudière, l'amont et turbine à engrenages dimensionnés pour des vitesses élevées, une ceinture blindée et un pont d'envol cuirassé d'épaisseur modérée, ainsi qu'un ensemble catapulte et brin d'arrêt qui impose des renforts structurels des ascenseurs et des planchers de hangar au fur et à mesure que les essais de système avancent, la logique étant de concilier des conditions de mer du Nord avec des opérations aériennes continues. La doctrine d'emploi envisagée oriente d'abord l'aérien vers l'éclairage et l'attaque torpille avec une dotation prévue de biplans Fieseler pour la reconnaissance armée, complétée par des chasseurs Messerschmitt et des bombardiers en piqué Junkers adaptés au pont, puis évolue vers un accent plus offensif qui augmente la part de chasseurs et réduit celle des biplans au fil des retours d'expérience étrangers, ce qui entraîne des ajustements sur les stocks, les ateliers et les dispositifs de lancement. La séquence organisationnelle suit le même mouvement. Une unité embarquée dédiée est constituée à Kiel-Holtenau avant même l'achèvement du navire, avec des escadrilles équipées de chasseurs et de bombardiers en piqué pour roder les procédures et standardiser l'entraînement, tandis que l'on constate que la mise en service théorique, un temps envisagé au milieu de l'année 1940, suppose encore plusieurs mois de montage d'artillerie et d'intégration des dispositifs de conduite de tir, sans lesquels le bâtiment resterait vulnérable face aux menaces de surface et aériennes. C'est précisément cette dépendance aux équipements lourds et aux systèmes de contrôle, aggravée par la demande urgente de batteries côtières après la campagne de Norvège, qui conduit le commandement naval à proposer un arrêt temporaire des travaux, transférant les pièces disponibles vers la défense du littoral et interrompant la montée en puissance du porte-avions au moment où sa coque est majoritairement achevée. Lorsque la planification globale de la flotte est redessinée au tournant de 1939, l'ambition maritime est formalisée à travers un programme qui fixe un cap chiffré et un horizon calendaire, avec l'idée d'un ensemble équilibré réunissant des cuirassés lourds, des croiseurs de haute mer, des forces d'escorte et, fait notable, une composante aéronavale articulée autour de 4 porte-avions destinés à opérer en groupe de surface et à soutenir la guerre de course contre les lignes de ravitaillement britanniques jusqu'à la maturité d'un système cohérent prévu vers la fin de la décennie suivante. Ce schéma, pensé pour atteindre sa pleine puissance au plus tôt à la fin des années 40, repose sur une montée progressive des infrastructures, l'agrandissement des bassins, la formation d'équipage et l'industrialisation de séries nouvelles, de sorte que les coques majeures en construction avant le programme conservent la priorité, tandis que les unités prévues par la nouvelle planification ne sortent des cales qu'après plusieurs années d'investissement parallèles. Dans cette logique, le Graf Zeppelin est envisagé comme le fer de lance d'une aile aéronavale naissante appuyée par un second bâtiment de classe similaire,
puis par 2 unités d'un nouveau type, afin de composer une masse critique capable de couvrir les Raiders et de menacer les convois sur l'Atlantique Nord, ce qui suppose néanmoins un effort soutenu et continu que l'entrée en guerre vient bousculer prématurément. La réalité opérationnelle de 1940 impose un brutal rééquilibrage. Au moment où la campagne de Norvège met à nu les besoins urgents en artillerie côtière et en défense anti-aérienne sur des points d'appui stratégiques, la direction navale propose d'interrompre l'achèvement du porte-avions pour prélever ses pièces installées et alléger ses stocks d'armement, dans le but d'armer en priorité les positions norvégiennes menacées, décision validée par le pouvoir politique malgré l'avancement significatif de la coque et des aménagements maritimes. À l'issue de cette réaffectation, le navire est déplacé vers la Baltique, amarré à Gotenhafen et utilisé comme dépôt, signe tangible que l'effort industriel et humain consenti jusqu'alors se trouve mis en sommeil au profit d'une défense du littoral et d'autres programmes jugés plus immédiatement décisifs, tandis que l'ossature aéronavale projetée se délite, faute de calendrier clair et de priorités unifiées entre armes. Cette pause forcée, prolongée par des mouvements successifs pour le soustraire aux menaces aériennes, puis par un hivernage technique, désarticule les chaînes de sous-traitance et décourage les équipes dédiées, rendant toute reprise ultérieure plus coûteuse et plus lente qu'une trajectoire continue l'aurait été. Lorsque l'expérience des premières grandes batailles aéronavales internationales confirme la valeur du porte-avions comme pivot tactique et opératif, une tentative de relance survient à la fin de 1942 avec un retour en bassin et une liste de modifications visant à actualiser les systèmes de conduite, les dispositifs d'appontage, la protection et l'intégration d'une aéronautique de pont adaptée, mais cette dynamique se heurte presque aussitôt à une inflexion stratégique de plus grande ampleur. Le changement au sommet du commandement naval, consécutif à une insatisfaction croissante vis-à-vis des performances de la flotte de surface, entraîne une décision radicale de geler les grands programmes en chantier et de consacrer l'essentiel des ressources disponibles à la guerre sous-marine, ce qui stoppe net l'achèvement du Graf Zeppelin au moment précis où il semblait techniquement possible de converger vers une mise en service différée. Transporté de Rechef vers l'Est et maintenu sous une garde réduite, le navire demeure inactif pendant 2 années supplémentaires, avant d'être sabordé à l'approche des forces adverses au printemps de 1945. Ultime conséquence d'une suite d'arbitrages où la conjoncture de guerre a sans cesse relégué le projet aéronaval derrière des urgences jugées plus pressantes et plus rentables à court terme. Sur la configuration de l'aéronautique embarquée, la planification initiale retient un ensemble pensé pour couvrir reconnaissance, interception rapprochée et attaque anti-navire, avec une combinaison de chasseurs navalisés dérivés de cellules existantes, de bombardiers en piqué adaptés aux contraintes du pont et de torpilleurs biplans réputés pour leur qualité de décollage court et de stabilité à basse vitesse, ce qui constitue un compromis assumé entre modernité et disponibilité industrielle. Cette composition, conçue pour opérer en paquets tactiques modulaires, vise à garantir la détection à moyenne portée, la supériorité locale au-dessus du groupe naval et la capacité de frappe sur escorteurs et navires marchands, tout en ménageant des marges pour l'entraînement et la maintenance dans un hangar dimensionné à la fois pour la densité et pour l'accès aux cellules sous un pont d'envol à catapulte et brin d'arrêt. Au fur et à mesure que les retours d'expérience étrangers affleurent, la répartition théorique évolue vers une part plus importante de chasse et une rationalisation des plateformes d'attaque, avec l'idée d'alléger la diversité logistique, d'augmenter le taux de disponibilité et de simplifier les procédures de pont dans la perspective d'un emploi intensif en climat nordique. L'adaptation des appareils impose une série de modifications ciblées: renforcement des trains pour les appontages répétés, ajout de crochets d'arrêt normalisés, anticorrosion et étanchéification accrue pour l'air salin, dispositif de pliage des ailes lorsque la cellule le permet, ou réaménagement des racks et des capots pour optimiser l'emprise dans le hangar et réduire les temps de mise en configuration. La gestion des masses et des centrages conduit à des ajustements sur les réservoirs, les supports d'armement et les dispositifs de catapultage, afin d'assurer des décollages sûrs avec vent relatif limité, ce qui est crucial dans les mers fermées et les fenêtres météo étroites. Sur le plan doctrinal, l'échelonnement des départs se structure autour de cycles courts de groupes réduits, privilégiant l'attaque en salve coordonnée pour saturer la défense adverse, tandis que la chasse s'articule en patrouilles tournantes,
avec un accent mis sur la remise en l'air rapide et la rotation fluide entre pont et hangar. Les contraintes de pont et de système jouent un rôle déterminant dans la promesse de performance. Les catapultes exigent une maintenance méticuleuse, un approvisionnement stable en énergie et en pièces, et des équipes rodées aux signaux, tandis que les brins d'arrêt et les barrières imposent une inspection permanente pour éviter les ruptures au moment critique. Chaque incident pouvant paralyser le cycle aérien et compromettre la sécurité de l'ensemble du groupe. Les ascenseurs, dimensionnés pour des aéronefs aux envergures contraintes, dictent la cadence des flux entre hangars et ponts et conditionnent la capacité à soutenir des opérations prolongées, surtout lorsque la météo oblige à des fenêtres de lancement plus courtes et des récupérations plus précises. L'ensemble de ces facteurs fait apparaître un point dur classique des premières générations de l'aéronavale. Sans une chaîne d'essais et un entraînement soutenu, le potentiel théorique reste fragile et la moindre sous-performance d'un maillon, avion, dispositif, procédure ou équipage dégrade immédiatement la valeur opérationnelle globale. Dans l'organisation concrète du programme, les frictions entre la marine et l'aviation ne relèvent pas d'un simple désaccord de personnes, mais d'une divergence d'objectifs et de temporalité, la marine réclamant une chaîne aéronavale intégrée, tandis que l'aviation privilégie la standardisation à terre et l'effort immédiat sur les fronts actifs, ce qui freine la mise à disposition d'appareils navalisés, de pilotes formés au pont et d'équipes techniques dédiées. La conséquence directe se lit dans les calendriers d'essais sans cesse repoussés, dans les hésitations sur les lots de modification des cellules et dans l'indisponibilité chronique de sous-systèmes critiques comme les catapultes, les brins d'arrêt et les viseurs adaptés au profil d'attaque maritime, chaque retard d'un fournisseur ou d'une école d'entraînement se répercutant en chaîne sur l'ensemble du dispositif. À cela s'ajoute une question de gouvernance. Qui commande l'aérien embarqué en opération, qui planifie l'entretien de flotte, qui arbitre la répartition des rares appareils disponibles, autant de points qui, faute de doctrine stabilisée et de cadres juridiques tranchés, entretiennent une ambiguïté nuisible à la consolidation des procédures quotidiennes. Lorsque la décision est prise de relancer la construction avec un ensemble de modernisation, la logique technique se veut pragmatique et cumulative, en s'attaquant d'abord aux vulnérabilités constatées. Amélioration de la tenue à la mer par un avant redessiné pour les fortes houles atlantiques, gestion plus propre des effluents de cheminées afin de dégager le flux d'air au-dessus du pont et renforcement de la défense anti-aérienne par l'augmentation des affûts à moyenne et courte portée. Ce paquet d'évolutions entraîne une cascade d'impacts structurels. Le besoin d'installer des dispositifs électroniques de veille impose des mâts plus robustes et des aménagements protégés. L'augmentation des masses hautes dégrade la stabilité initiale et commande l'adjonction de bulges latéraux qui restaurent la marge de sécurité tout en ajoutant des volumes utiles pour le carburant et les auxiliaires. Le navire gagne en résilience et en endurance sur le papier, mais chaque ajout ouvre un chantier connexe, exige des essais spécifiques et consomme un temps d'ingénierie qui éloigne la date de disponibilité, alors même que la guerre impose une compression permanente des délais. Sur le plan des appareils, la solution d'attente consistant à navaliser des plateformes existantes apporte une réponse partielle et imparfaite. Les chasseurs adaptés supportent mal les cycles répétés d'appontage, les bombardiers en piqué réclament des renforts localisés qui pèsent sur les performances, et les torpilleurs biplans, excellents à basse vitesse, se heurtent à des limites de charge et de survie face à des défenses navales de plus en plus denses. Les écoles et détachements expérimentent malgré tout des procédures plus robustes de signalisation, de mise en œuvre et de maintenance tournante, et obtiennent des progrès tangibles dans les temps de rotation et la sécurité de pont, mais ces avancées restent fragmentaires sans la constance des cycles en mer qu'impose le rythme d'une vraie montée en puissance. Ainsi se fige une contradiction que la suite du conflit ne résoudra pas. La plateforme progresse vers un standard plus sûr et plus moderne, tandis que l'écosystème aéronaval, faute de priorités stables et de moyens soutenus, demeure en deçà du seuil critique nécessaire pour transformer l'ambition technique en capacité opérationnelle fiable. À partir de l'été de 1940, la trajectoire du bâtiment bascule vers une succession de transferts dictés par les priorités de guerre, avec un remorquage initial depuis Kiel vers Gotenhafen pour y servir de dépôt, ce qui acte la suspension de l'armement et la ponction de pièces destinées aux défenses côtières, tandis que les équipes techniques sont redéployées sur d'autres programmes jugés critiques dans l'immédiat.
La reprise envisagée après les premières leçons des opérations aéronavales internationales se concrétise par un retour en bassin à Kiel à la fin de 1942, accompagné d'une liste de modifications destinées à remettre le navire au standard, avant qu'une décision stratégique au début de 1943 ne vienne arrêter net la montée en puissance et déclencher une nouvelle série de déplacements vers l'Est, en rade et en arrière-port, pour le maintenir hors de portée et libérer les ressources. Cette chronologie heurtée transforme un chantier avancé en plateforme inerte, tout en érodant la continuité industrielle indispensable à l'achèvement d'un système aussi complexe qu'un porte-avions, où la valeur opérationnelle dépend d'une intégration sans couture des sous-ensembles marins et aériens. Les mouvements ultérieurs, de Gotenhafen à Swinemünde, puis vers les canaux de Stettin, témoignent d'une stratégie de préservation minimale au sein d'un théâtre devenu instable, avec une garde réduite chargée de surveiller une coque désarmée et de prévenir les intrusions, pendant que le haut commandement recentre l'effort sur la guerre sous-marine et les défenses terrestres. Dans le même temps, la documentation d'ateliers se fragmente, les stocks spécifiques se raréfient et les compétences accumulées par les équipes se dispersent, si bien que chaque hypothèse de relance se heurte à une réalité logistique appauvrie et à des délais qui ne cadrent plus avec l'urgence stratégique. La perte d'inertie du programme, conjuguée à l'intensification des menaces aériennes et aux contraintes de carburant et de matière, rend désormais improbable toute remise à niveau rapide et enferme le bâtiment dans un statut d'actif immobilisé sans perspective proche de conversion en capacité de combat. Dans les dernières semaines de la guerre sur le front oriental, le risque de capture du navire devient tangible et la décision est prise de le neutraliser par des charges internes avant l'arrivée des forces adverses, provoquant des avaries structurelles majeures qui compromettent tout espoir de remise en état par l'occupant. À la fin d'avril de 1945, les troupes soviétiques prennent le contrôle de la coque lourdement endommagée à Stettin, constatent l'étendue des destructions et classent l'unité comme irréparable dans des conditions raisonnables, refermant de facto le chapitre d'une construction entamée 10 ans plus tôt et jamais traduite en service. Les décisions ultérieures d'emploi de la coque à des fins d'essai et de destruction différées prolongent la vie administrative d'un projet qui, opérationnellement, s'est éteint au moment même où la stratégie nationale a basculé vers d'autres priorités maritimes. Après la capture du navire endommagé à Stettin à la fin d'avril de 1945, les autorités soviétiques évaluent la coque et concluent qu'une remise en service n'est ni réaliste ni prioritaire dans l'immédiat, optant pour un renflouement et une exploitation à des fins techniques et logistiques avant une décision finale sur son sort, approche conforme à la doctrine d'utilisation d'actifs capturés pour l'instruction et l'expérimentation. Cette ligne conduit à un déplacement ultérieur de la coque et à son emploi comme plateforme d'essai afin de mesurer l'efficacité combinée de frappes aériennes et d'armes navales contre une structure de porte-avions. Un intérêt accru par l'émergence rapide des groupes aéronavals étrangers comme pivot des marines modernes, ce qui justifie une campagne méthodique de tir et de bombardement pour documenter les effets sur la flottabilité, la stabilité et la résistance des superstructures. À l'issue de ces expérimentations menées durant l'été de 1947 en mer Baltique, la coque est envoyée par le fond après une séquence d'attaques et de torpillage, conclusion qui ferme la phase d'évaluation et inscrit le navire dans la catégorie des unités détruites au large. Pendant des décennies, l'emplacement exact de l'épave demeure incertain, nourrissant des versions divergentes sur une perte accidentelle ou une destruction contrôlée, jusqu'à ce que des prospections industrielles polonaises, au milieu des années 2000, repèrent une silhouette correspondant à un grand bâtiment à proximité du littoral, déclenchant une vérification par la marine polonaise avec sonar, robots et plongées. Les premières images et mesures confirment l'hypothèse en montrant des caractéristiques concordantes avec l'architecture du porte-avions, y compris la longueur globale, l'organisation des volumes et des indices d'arrangement de hangars, assez pour établir une identification opérationnelle de l'épave et replacer le point de naufrage à une cinquantaine de kilomètres au nord de la côte entre Władysławowo et Gdańsk, à une profondeur d'environ 80 mètres. Cette redécouverte, publiée à l'été 2006, replace le Graf Zeppelin dans un contexte polonais tangible, avec une localisation accessible aux moyens modernes d'exploration et un état de conservation notable, qui permet d'observer les effets cumulés des tests et du temps sur une coque demeurée d'un seul tenant.
Les analyses ultérieures des images sonars et des plongées montrent une superstructure effondrée au droit de l'îlot et des déchirures du pont d'envol compatibles avec des charges internes et des frappes, confirmant la nature expérimentale de la destruction et apportant des éléments matériels au récit de la campagne d'essai postérieure à la guerre. La communication des autorités polonaises souligne le caractère quasi certain de l'identification dès les premières inspections, puis l'intérêt de conserver le site en l'état comme témoin d'une technologie navale inaboutie et d'un épisode où un grand programme fut absorbé par les priorités contradictoires d'un conflit total. Pour le public français amateur d'histoire maritime, ces confirmations apportent une clôture empirique à un mystère ancien, tout en ouvrant une fenêtre sur les méthodes d'archéologie sous-marine contemporaine qui, en combinant industrie, armée et historiographie, redonnent une matérialité précise aux épaves majeures de la première moitié du XXe siècle. L'évaluation contrefactuelle de la valeur militaire potentielle du Graf Zeppelin suppose d'abord de replacer le bâtiment dans la génération des porte-avions conçus à la fin des années 30, avec une architecture qui combine un pont d'envol blindé de manière modérée, une artillerie d'autodéfense plus fournie que la norme et une propulsion dimensionnée pour des vitesses élevées, mais sans l'écosystème éprouvé de doctrines, de groupes aériens standardisés et de procédures de pont accumulées par les marines plus anciennes. Dans une comparaison avec des contemporains britanniques et américains, l'élément limitant n'aurait pas été la coque elle-même, mais la maturation insuffisante de l'aérien embarqué et des cycles opératifs, car la performance d'un porte-avions se mesure à la capacité de générer, récupérer et remettre en l'air des vagues cohérentes d'appareils, avec un flux logistique, une maintenance et une coordination de ponts rodés qui demandent des années d'entraînement et d'expérimentation. De ce point de vue, même un navire correctement achevé en début de guerre aurait sans doute livré une valeur opérationnelle partielle au départ, avec une montée en puissance lente, exposée aux aléas techniques et aux pertes d'apprentissage inhérentes à toute première mise en ligne d'un système aéronaval complet. Sur le plan tactique, la doctrine envisagée, orientée vers la protection des raiders, l'interdiction du trafic et l'attaque des convois, aurait trouvé des opportunités dans l'Atlantique Nord si le groupe aéronaval avait pu tenir des cycles par mer formés, fournir une couverture de chasse crédible et délivrer des frappes coordonnées contre des escorteurs, mais ces mêmes missions requièrent une coordination interarmes étroite, des communications fiables et une déconfliction rigoureuse avec les opérations sous-marines. L'expérience des marines alliées montre que l'efficacité dépend d'une chaîne de commandement claire entre aviation embarquée et flotte, d'une logistique carburant et munitions maîtrisées, et d'une adaptation rapide aux menaces anti-aériennes et radars en constante augmentation. Autant de domaines où l'Allemagne accusait un retard structurel en aéronaval. Dans ces conditions, le Graf Zeppelin, même accompagné d'un second bâtiment similaire, aurait pu offrir un effet ponctuel d'élargissement de la bulle de protection des forces de surface, mais difficilement atteindre l'effet transformateur observé chez les Marines qui disposaient de groupes intégrés et expérimentés dès le début du conflit. Enfin, la question des priorités stratégiques reste déterminante. La décision, au début de 1943, de basculer l'effort principal vers la guerre sous-marine a scellé le sort du programme en interrompant l'intégration et l'entraînement indispensables, tandis que les conversions industrielles et l'allocation de ressources ont favorisé des capacités jugées plus immédiatement dissuasives. Le contraste entre la difficulté à achever un seul porte-avions pleinement opérationnel et le rythme soutenu des chantiers alliés souligne qu'au-delà de la technique, la masse critique organisationnelle et l'accumulation d'expériences opérationnelles constituent les véritables multiplicateurs d'efficacité aéronavale. Dans cette perspective, le Graf Zeppelin apparaît moins comme l'arme manquante qui aurait renversé le cours des opérations que comme un jalon inachevé d'une trajectoire potentielle dont la réalisation aurait exigé non seulement des années supplémentaires de paix armée, mais aussi une refonte profonde des relations entre composantes navales et aériennes. En refermant le dossier du Graf Zeppelin, l'arc historique relie une ambition née dans les chantiers de Kiel à une épave silencieuse identifiée au large de la côte polonaise, là où des équipes industrielles et la marine de Pologne ont confirmé au milieu des années 2000 l'existence d'un géant endormi à environ 55 km au nord de Władysławowo, reposant par 80 mètres de fond. Les images sonars et les plongées ont montré des ruptures du pont d'envol et des effondrements compatibles avec une séquence d'essais destructifs d'après-guerre.
ce qui éclaire la logique des autorités soviétiques d'utiliser la coque comme cible afin d'étudier la vulnérabilité d'un porte-avions aux armes combinées. Cet épilogue sous-marin, documenté par des publications et des confirmations successives, donne à la fois une localisation précise et une matérialité à un projet longtemps évoqué comme un mythe d'ingénieur, en réinscrivant sa trace dans la Baltique contemporaine. Pour un public français, l'intérêt de cette histoire tient autant à la technologie qu'au choix de doctrine et de priorité qui décident du destin d'un programme majeur, et la redécouverte par des acteurs polonais offre une perspective singulière sur la conservation et l'étude d'un patrimoine sous-marin européen partagé. Le Graf Zeppelin apparaît alors comme un laboratoire inachevé, qui témoigne des ambitions et des contradictions d'une époque, et dont la valeur symbolique dépasse sa carrière opérationnelle inexistante, puisque l'épave elle-même devient une source pour l'archéologie navale, l'histoire des techniques et la mémoire des chantiers de la mer Baltique. La boucle se referme sur une leçon simple et sévère. Sans doctrine mûre, sans entraînement et sans continuité industrielle, même une plateforme avancée ne devient pas une capacité décisive, tandis qu'avec ses ingrédients, une coque ordinaire peut changer l'équilibre des forces. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si ce travail a plu, un like aide à soutenir la série. Un commentaire permet d'échanger sur les zones d'ombre qui vous intriguent ou sur les pistes que vous souhaitez voir explorées. Et un abonnement garantit de ne pas manquer les prochains épisodes consacrés aux grandes énigmes navales et aux découvertes faites par les équipes polonaises et européennes en mer Baltique.